et de temps en temps, en particulier de choses qui n'ont pas un rapport direct à la terre, et ici de l'amour. Amour, je lis simplement dans la traduction, amour, tout sang défait. C'est une traduction qui est en vers français, scandée en 12 pieds, parce qu'elle est empruntée à un poète du XVIIIe siècle qui s'appelle Delille, qui a traduit Virgile. Et de sorte que si l'on traduisait les vers, ils ne seraient pas évidemment en vers de 12 pieds, mais dans la traduction de Delille, ils prennent 12 pieds. La traduction, je ne fais pas ici de latin, donc c'est pas la peine d'aller chercher la correspondance. Disons qu'elle est à peu près exacte, mais qu'elle rend bien le mouvement de Virgile. Amour, tout sang tes feux, tout se livre à ta rage, tout est l'homme qui pense, et les bêtes et la brute sauvage, et le peuple des eaux, et l'habitant des airs. Voilà un peu les vers de Virgile. Maintenant, il y en a d'autres qui reviennent un petit peu au même, qui sont des vers qui ont pour but de faire l'éloge de l'amour. Il y en a de l'Énéide, je les ai pas ici immédiatement sous les yeux, mais ils ont rapport également à la même chose, à cette force et cet emportement de l'amour. Sans que ça soit dit explicitement, j'avais dit la dernière fois qu'il y avait un calembour qui est intéressant de noter dans cette expression, les vers de Virgile. Les vers de Virgile, sans que Montaigne attire notre attention là-dessus, elle est évidente. Ça s'appelle Sur des vers de Virgile. Alors, là, ce qu'on appelle en français, il y a ce qu'on appelle en français, je dis ça pour ceux qui sont étrangers, une contre-traiteuse, qui est une sorte de calembour, un jeu de mots. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire attention au mot contre. Contre, ça veut dire qu'on inverse des syllabes. Alors si on inverse, on fait passer ce G, on fait le passer ici, ce qui donne sur des verges. Or, verge, c'est le pluriel de verge, la verge, c'est le membre viril, et de Virgile, alors Virgile, avec sans ce G qui passe ici, donne viril. Viril, du mot vir, qui est latin, signifiant des sexes masculins, voilà, les verges virils. Je ne sais pas, je dis ça à les Chinois, on ne sait pas s'ils ont compris c'était la contre-pétrie, si ça existe en chinois. Est-ce qu'on fait des jeux de mots comme cela sur des expressions? Est-ce que c'est possible? Oui. Masquez-vous féminin, c'est ça? Non, il n'y a pas de sexualité dans le langage. Là, c'est possible en français, c'est ça. C'est ça. Remarquez, pour Montaigne ne l'a pas dit, mais il n'explicite pas. Il le fait sans le dire, il n'explicite pas exactement ses références. Donc là, c'est un commentaire, un pré-commentaire que je fais, si vous voulez, et qui nous donne un petit peu l'aspect de ce qu'il va traiter, ce qu'il va traiter dans ce texte est précisément ce qu'il y a de plus corporel et de plus matériel dans l'érotisme,
non pas simplement la logique de la passion, mais on pourrait presque dire celle du corps lui-même, c'est-à-dire la façon dont le corps se comporte avec sa propre force, avec ses raisons, comme dirait plus tard Pascal, qui est un commentateur de Montaigne, mais qui n'a jamais commenté, je pense, ses verges viriles, mais on dirait le corps a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc là, ce sont des raisons du corps propre qui vont anticiper sur tout ce que la raison peut dire. C'est le thème de Montaigne, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est un emportement spécifique de l'érotisme et qui ne doit rien donc à ce qu'est le domaine de la pensée, le domaine du contrat, le domaine de la connaissance. Ce n'est pas du même ordre. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, l'arrière-fond et l'envers de l'analyse de Kant, qui d'ailleurs ne traite pas de l'érotique en tant que telle, mais de la manière précisément dont cette érotique peut être traitée dans le domaine rationnel des personnes raisonnables, le domaine de la pensée. Comment il peut faire partir de leur accord et comment il peut passer dans le juridique. D'où toute cette complication très détaillée qu'il a exposée, que nous avons abordée rapidement la fois précédente, qui se trouve dans la métaphysique des mœurs. Et cette sorte de contrat assez particulier qui fait qu'une personne peut en quelque sorte engager, tout en restant libre, une partie d'elle-même qui la traite comme objet, puisque dans ce contrat de mariage, il y a la location, si l'on peut dire, de ces parties sexuelles, justement, de toute cette partie immaîtrisable, en dehors même de toute logique, qui va être allouée à autrui, à sa libre disposition, et cela étant passé étant un contrat, un marché en quelque sorte, qui est passé entre des personnes raisonnables. C'est un peu l'orientation kantienne. Donc il y a cela chez Montaigne, c'est-à-dire que Montaigne traite de la partie cachée, de la partie non contractuelle, de la logique qu'il y a dans les relations amoureuses, de la logique propre de ces relations, qui est une logique, si l'on peut dire, corporelle, quelque chose qui n'entend pas se soumettre à un jugement quelconque, qui est un rapport de force, un rapport de pulsion, on dirait, et c'est le premier aspect. C'est le premier aspect qui s'inspire énormément de la pensée latine, de la pensée grecque, qui privilégie d'une façon constante et très explicite à un certain moment ce qu'est la conception grecque de l'amour, non pas spécifiquement, il n'en est pas question, sauf peut-être par rares allusions, l'amour homosexuel, mais la jeunesse de l'amour. D'ailleurs, la différence entre homosexuel et hétérosexuel, qui d'une part n'existe pas évidemment chez Kant, il n'en est pas question, mais chez Montaigne non plus, par suite de la même façon qu'elle n'existe pas non plus spécifiquement dans la pensée grecque ni latine. Foucault, dans son usage des plaisirs, deuxième tome de l'histoire de la sexualité, l'a bien montré. Pour les Grecs et les Latins, le problème n'était pas le partage au niveau de l'amour, n'était pas la division entre homosexualité et hétérosexualité. Il était possible de passer de l'un à l'autre. C'était d'autres formes de qualité, et en particulier, d'une part, le consentement, et d'autre part, l'état des personnes qui appartenaient soit au monde des esclaves ou au monde des hommes libres, et d'autre part, la jeunesse
qui faisait de l'amour l'objet de prédilection, ce que recopie presque, ce dont s'inspire, ou que recopie par des citations presque littéralement Montaigne, en disant ce que je cite: l'amour ne me semble proprement en sa saison et naturellement en sa saison qu'à un âge voisin de l'enfance, c'est-à-dire c'est uniquement cet âge-là qui est pour Montaigne un âge convenable à ce qu'on appelle l'objet amoureux. Donc il y a quelque chose qui est assez loin de ce point de vue-là. On y reviendra, si vous voulez, de la conception moderne et contemporaine. Mais il y a également quelque chose qui est intéressant chez Montaigne au plus haut point, c'est qu'il se situe, on pourrait dire, à la croisée des chemins, c'est-à-dire à un moment historique, mais en même temps historique et dans la pensée, de ce que l'on pourrait appeler un changement, une modification ou même une mutation de dispositif. Le dispositif, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de dispositifs que l'on considère à l'intérieur du mariage ou que l'on considère extérieurement au mariage, celui qui compte essentiellement sur les relations de filiation, qui considère l'amour comme étant quelque chose qui est une affaire engageant non pas deux partenaires, mais engageant des groupes qui échangent des objets, et en particulier des femmes, ou au contraire comme étant quelque chose qui concerne uniquement deux individus. À l'époque de Montaigne, il y a une sorte de coupure qui l'indique fort bien et qui montre ce passage qui s'est en train de se faire d'un dispositif à un autre. L'amour pour Montaigne ne concerne pas le mariage. Pour Kant, il concerne le mariage. C'est l'amour dans le mariage, et c'est le mariage qui est en quelque sorte l'amour légal, l'amour officiel, l'amour qui peut avoir lieu entre des personnes raisonnables, sinon elles se comportent comme des animaux ou comme des brutes, puisque le mot utilisé c'est brute, qui est un mot latin signifiant également bêtes féroces ou animaux. Tandis que pour Montaigne, le mariage est précisément la disposition qui, sinon exclut l'amour, du moins n'en a pas particulièrement besoin, et en tout cas se contente d'une dose très limitée de manifestations érotiques. Le mariage n'est pas fait pour ça. L'époque de Montaigne, donc XVIe siècle, puisqu'il occupe à peu près la majeure partie du XVIe siècle, 1600, je me rappelle quels sont ces dates, enfin disons 1620, 1680, donc il y a toute une période au XVIe siècle où ce qui reste, ce qui perdure encore au XVIIe, qui va se modifier à ce moment-là. Mais le mariage est affaire d'échange entre les familles, d'échange de femmes entre les familles, et préoccupe également, s'il y a un contrat, préoccupe les familles et les filiations, la perpétuation des races, au sens où race signifie précisément une filiation familiale.